L'Europe et le monde au XIXe siècle. Première partie, l'âge industriel. Le XIXe siècle connaît une croissance urbaine. Certaines villes, comme Paris ou Londres, voient leur population multipliée par 2. Cette augmentation de la population s'accompagne d'une extension territoriale des villes, à l'image de Londres au XIXe siècle. La croissance de la population urbaine implique des transformations qui font entrer les villes dans l'ère de la modernité. Prenons l'exemple de Paris. En 20 ans, entre 1841 et 1861, la population a presque doublé. Le boom démographique s'explique par le contexte économique. Paris est devenu une ville de l'âge industriel, ce qui attire une population ouvrière de plus en plus nombreuse. Et ensuite, il y a l'arrivée du train. Un réseau en étoile se dessine progressivement et toutes les lignes ferroviaires convergent vers la capitale. Napoléon III décide de transformer Paris pour en faire un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Des travaux ont lieu de 1852 à 1870. Il s'agit de faire de Paris une ville embellie, une ville agrandie et une ville assainie. Napoléon III confie l'essentiel des travaux de transformation au préfet Georges-Eugène Haussmann. La ville est entièrement repensée. L'idée est de restructurer Paris en de larges avenues. Des quartiers entiers sont éventrés et ces démolitions spectaculaires laissent place à de larges avenues. Le plus souvent, ces percées sont conçues pour déboucher sur des monuments phares. Sur l'île de la Cité, l'état d'insalubrité est tel qu'il est décidé de faire table rase d'une grande partie du quartier. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le nombre de gares augmente, passant de 7 en 1849 à 50 en 1900, si l'on prend en compte les grandes gares de voyageurs, les gares de marchandises et toutes les stations de la Petite Ceinture qui constituent une ligne ferroviaire circulaire à l'intérieur de Paris. La réorganisation de la ville y ajoute de nouveaux bâtiments et équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales. Ces 10 pavillons de fer et de verre ont servi de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Haussmann définit les règles architecturales qui doivent s'appliquer aux nouveaux immeubles. Tout l'ensemble d'alignement parfait des façades, des balcons et des corniches constitue ce que l'on appelle le style haussmannien. Paris est doté de 2 poumons verts qui sont redessinés, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Des parcs et des squares sont créés, comme le parc Monceau, Montsouris et les buttes Chaumont, soit au total 1834 hectares d'espace vert. Autre aspect des transformations, la gestion de l'eau avec un nouveau réseau d'induction et l'assainissement avec un vaste réseau d'égouts de 600 km. Après 1870, les transformations continuent. L'exposition universelle en 1889 dote Paris de l'un de ses monuments les plus spectaculaires, la Tour Eiffel, qui sans l'invention de la radio aurait dû être démontée par la suite. Une autre exposition universelle, celle de 1900, fait naître la première ligne du métropolitain. La ville est un lieu de divertissement. Sur les colonnes Maurice sont affichées des publicités pour des pièces de théâtre. Les cabarets sont nombreux et toute une vie nocturne se développe. Les bords de la Seine et de la Marne deviennent des lieux de détente où fleurissent des guinguettes, cabarets populaires qui font office de restaurants et de lieux de bal. Les Frères Lumière montrent une série de projections payantes au Café de la Paix en décembre 1895. Si le premier jour il n'y a que 33 spectateurs, en moins d'une semaine, la projection se fait à guichet fermé. Le cinéma est né et deviendra un succès mondial. Paris est alors la capitale moderne par excellence, la ville lumière. Elle compte 2 700 000 habitants en 1901. Les campagnes connaissent elles aussi des transformations au cours du XIXe siècle. Les migrations vers les villes, en raison d'une demande de main-d'œuvre pour l'industrie,
poussent à la modernisation de l'agriculture. Progressivement, de nouvelles cultures sont introduites, notamment les cultures fourragères. Avec la deuxième industrialisation et le développement de la chimie, les engrais chimiques commencent à être utilisés et la mécanisation fait une entrée timide au début du XXe siècle.